Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Ce nouveau hors-série des Déconspirateurs, j'ai la chance de recevoir Carole Lipsich. Bonjour Carole. Bonjour David. Alors vous êtes épistémologue, entrepreneur en innovation sociale et vous venez de publier aux éditions de l'Aube La dérive du réel, du storytelling au story world, la mécanique implacable. Alors c'est un ouvrage dans lequel vous plongez au cœur de cette problématique essentielle de l'époque, la confusion croissante entre la fiction et le réel, et aussi son lien direct avec l'essor des théories du complot. Vous posez cette question fondamentale: et si nous vivions en toute naïveté à l'intérieur de récits-mondes, des story worlds, sans même nous en rendre compte? Alors on va rentrer dans le détail, on va voir ce que c'est qu'un story world, voilà, comment vous analysez tout ça et le rapport de ces story worlds avec les théories du complot. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un story world? Déjà, il y a deux mots dans story world. Il y a le mot story qui veut dire récit et le mot world qui veut dire monde. Donc un story world, c'est un récit, une façon de dire le monde, et qui va avoir trois dimensions. Ce sera donc le dire, le linguistique, le raconter, le narratif, mais aussi penser ses règles du jeu, donc le normatif. Et un story world, c'est ce qu'on utilise, nous humains, en tant qu'humains, pour pouvoir nous relier à ce qui est, au réel. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de story world, justement? Des exemples de story world. Déjà, je vais dire que le story world, avant de rentrer dans les exemples, parce qu'ensuite, en fonction du type de story world dont on parle, les exemples seront différents, c'est une notion qui peut se décliner. Elle commence par moi, l'individu. Donc moi, j'ai mon story world que je compose pour pouvoir me relier au réel. Donc c'est mon story world très personnel. Mais ensuite, on a des story worlds qu'on partage avec les autres. C'est des façons ensemble, collectives, de penser le monde, de nous mettre d'accord. Et peut-être que la langue, quand on a les mots d'une langue pour parler, c'est peut-être la première façon de faire ce story world du monde quand on apprend une langue. Mais ensuite, il y a les domaines de croyance. Et puis, depuis peu, des story worlds qui ont toujours été là entre nous et le réel ont réussi à sortir de notre espace mental, de cet espace intermédiaire, pour trouver une matière où s'incarner. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus seulement dans l'environnement de forêts, de maisons, de bitumes, de sentiers. On vit aussi dans les médias. Donc il y a comme une matrice médiatique et spectaculaire qui nous entoure. Et les story worlds, ils sont très à l'aise dans cette matrice spectaculaire. Donc ils se projettent comme s'ils avaient trouvé leur matière idéale pour vivre. Et donc c'est ce que j'appelle le grand story world. Et qui, à ce moment-là, on peut inverser les termes. On ne dira plus le récit-monde, mais le monde-récit. Donc voilà, donc il y a comme ça des cercles concentriques qui nous font exister à l'intérieur de nos récits. Et est-ce qu'il y a c'est ce que vous racontez dans le livre, il y a une bataille entre les story worlds. Alors, quelle est cette bataille et comment, finalement, elle s'articule pour l'individu, mais aussi pour la société? Alors je vais revenir à la question précédente pour répondre à cette question-ci. Vous me demandiez des exemples de story world. Alors je dirais que l'exemple qui vient généralement en premier à l'esprit des gens quand j'explique cette notion, c'est les story world religieux. D'accord ? C'est-à-dire une explication du monde grâce à la religion. Avec des mythes, des idées de salut, des histoires cosmogoniques sur l'origine et des histoires téléologiques sur l'objectif. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est que le story world religieux de l'un est complètement farfelu à ceux qui n'appartiennent pas à la communauté de ce story world. Et donc, disons que vous avez un story world religieux, disons, mythologique ou paganique, comme on veut, et moi j'en ai un autre. Alors, vous allez me raconter une histoire. Par exemple, vous me direz que pour vous, c'est évident que les extraterrestres ont créé le monde et viendront le sauver, et moi je vais vous regarder avec des yeux écarquillés en me demandant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et moi je vais vous dire, non, mais en fait, c'est clair, il y a des forces d'une autre dimension naturelle, peut-être des lutins et des elfes, et c'est eux qui dirigent le monde. Et vous allez me regarder en me disant, mais d'où elle sort? Donc là, on a un exemple de deux histoires cosmogoniques et téléologiques qui dirigent le monde, et où les adeptes d'un monde et de l'autre vont se regarder en se demandant, mais il est fou, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Donc ça, c'est le premier exemple de story world. Le deuxième exemple, c'est la politique. Évidemment, chaque univers politique vient avec ses promesses
et ses explications du réel. Et si on prend des gens de bords politiques différents, quand ils écoutent la logique de l'autre, ils se disent « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Dernier exemple de Story World, qui cherche en tout cas à diriger la vie des hommes, c'est les économiques. Et là aussi, si on a un point de vue libéral ou un point de vue marxiste, on va regarder l'autre en se disant « mais comment est-ce qu'il peut croire dans ces sornettes ?» Bon, alors je voudrais dire quelque chose, hein, pour ne pas mettre la terre entière sur le dos, ce qui sera difficile. Je pense qu'on n'a pas le choix en tant qu'humain. On est forcé de passer par un appareil symbolique entre nous et le réel, les événements du monde tels qu'ils sont, pour pouvoir nous l'approprier, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Cognitivement, on dit le monde. C'est très juste, mais dans ce que vous dites par rapport aux différents story world, pour qu'une société fasse société, il faut que finalement un récit peut-être nous permette d'avoir un commun culturel et de partager des choses ensemble pour justement que les différents story world, les différents récits auxquels on peut croire et ainsi de suite soient, malgré tout, contraint ou pas contraint, mais en tout cas encadré par quelque chose du réel, par le réel et par finalement un récit commun. Alors, comment on fait pour ça? Parce que ce qu'on observe, nous, ici à Conspiracy Watch, à l'analyse des théories du complot, c'est que finalement, la question de savoir si oui ou non la science est toujours un commun culturel et donc un récit partagé les uns avec les autres avec le consensus scientifique, elle est remise en question par les théories du complot. Donc comment on fait? Quelle est la tension? Comment on fait pour ça? Il y a tellement de questions dans votre question, David. Tellement de questions. Alors je vais essayer de prendre plusieurs bouts. Déjà, la première chose, les événements du monde. Des événements existent. Là, par exemple, on est quelque part. D'accord? On est quelque part, on est 3. Et il y a des objets techniques. On est 3 parce qu'il y a Martin, notre réalisateur. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas que nous deux, et une technique il n'y a pas un imaginaire Et on n'est pas 10 non plus, on n'est pas sur un plateau télé. Bon, ça c'est un événement du réel. On est au même endroit, tous les 3, et donc ça c'est le réel. Maintenant, quel est ce qu'on va en dire, hein? Ça c'est une chose différente. Et ce qu'on va en dire, on peut dire, nous sommes 3 personnes dans un studio d'enregistrement avec une bibliothèque pour faire une émission qui cherche à relater le réel, qui s'appelle Les Déconspirateurs. Ou bien on peut dire ces 3 soldats, agents de l'étranger, qui sont en fait dans un studio dans l'espace, en train de créer une réalité imaginaire. Bon. Ces 2 histoires, elles sont plus ou moins proches du réel. Il y a une chose qui est certaine, on est sur Terre. Donc le récit qui parle de nous sur Terre, il est réaliste. Le récit qui parle de nous dans l'espace, il ne l'est pas. Donc on voit qu'on a une distance au réel qui est plus ou moins grande. Et ça fait déjà une grande différence. Donc quand on parle d'une capacité à pouvoir fonctionner ensemble dans le monde, il faut déjà accepter qu'il puisse y avoir une distance plus ou moins grande au réel. Quand cette fameuse séquence de l'attachée de presse de la Maison Blanche où elle dit « non mais ça, c'est pas un mensonge, n'exagérez pas, c'est une réalité alternative », ce qu'elle fait quand elle dit ça, elle écrase la possibilité d'une distance au réel. Elle dit non, la distance au réel n'existe pas. Tout est distance au réel et on choisit la distance qu'on veut. Donc déjà, la première condition, c'est de se mettre d'accord sur le fait qu'en fait, il existe des faits bruts, mais qui ne nous sont pas accessibles de manière brute, pour lesquels on a besoin d'un appareil, un dispositif immatériel et narratif pour y accéder, et qu'en fait, on a envie de vérifier notre distance par rapport à ces faits bruts. Et c'est là le problème actuel, c'est que on est en train de dire que le fictif n'a pas une distance différente que le réaliste. Et ça, c'est le premier point sur lequel se mettre d'accord. Et ça vient d'où ce fait que finalement le fictif est aujourd'hui perçu comme quelque chose de normal?
En fait, c'était ça, moi, qui m'intéressait le plus dans le livre. C'est ça qui a guidé l'écriture de ce livre, peut-être. Absolument. Ça a été cette urgence-là de me dire, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à donner au fictif le poids du réaliste. Et j'ai été très intéressée par les réflexions de Kendall Walton, qui est un philosophe américain et qui a écrit un livre peu connu en français qui s'appelle Mimesis as Make-Believe. La mimésis, la représentation, comme le faire comme si, la prétention. Et il parle du faire comme si, le prétendu. Qu'est-ce que c'est ? Je vous donne un exemple. On a des enfants qui jouent dans un parc. Et ils disent, tiens, regarde, alors là, le tourniquet, ça va être le vaisseau spatial. Le bac à sable, ça va être la planète où il y a le trésor caché. Et puis le toboggan, ça va être le vortex pour qu'on puisse voyager. Et le temps du jeu, ils vont faire comme si. Ils vont prétendre que c'est le réel. Puis après, ils vont revenir à leur goûter, à leur maman, à leurs devoirs. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que le faire comme si ne s'arrête plus. Et on veut croire que la vérité du faire comme si, du prétendu, est tout aussi valide que la vérité du réalisme. Il y a quelque chose de très séduisant dans ça, mais il y a aussi des causes à ça. Donc d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à mon sens, il est plus intéressant de parler de réalité prétendue que de réalité alternative. Parce que l'alternative, c'est une possibilité. Et alors, réalité prétendue, pour vous, c'est quoi une réalité prétendue ? La réalité prétendue, c'est une réalité fictive et non pas réaliste, dans laquelle plusieurs personnes, plusieurs adeptes décident de croire ensemble. Et ils passent ensemble un pacte de vraisemblance. C'est ce qu'on fait quand on lit un livre, en fait, quand on regarde un film. Un roman, ou fiction, ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça le pacte entre le spectateur, le lecteur et l'histoire qu'on lui raconte. Le temps d'un film, d'un spectacle, on va dire « Ah, c'est super, je me laisse transporter » et je passe ce pacte. Et c'est un pacte qu'on peut passer ensemble. Et si ensemble, on passe un pacte de vraisemblance, la réalité prétendue qu'on a construite ensemble, elle existe aussi longtemps que vous et moi, on respecte ce pacte. Donc il se passe quelque chose, pas seulement entre moi et la réalité, mais entre moi, la réalité prétendue, et vous. Oui, mais alors aujourd'hui, on est peut-être dans un monde finalement où le pacte que les citoyens d'une société passent ensemble, qui est de dire nous vivons ensemble et nous croyons finalement à la science, nous croyons à la connaissance, nous croyons au savoir, semble être complètement battu en brèche. Comment ça se fait que ce pacte-là, ce pacte de vraisemblance sur ce qu'est la science, sur ce que sont les valeurs démocratiques, ainsi de suite. Pourquoi ce pacte, il semble être complètement remis en question par des autres pactes beaucoup plus fictionnels, si j'ose dire ? Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, je parle de deux crises qui, pour moi, sont vraiment... ont facilité ce glissement qui n'est pas nouveau. Parce qu'en fait... jusqu'il y a peu dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Et si les Lumières sont venues, elles sont venues pourquoi ? Les Lumières, elles sont venues dire, on va essayer d'arrêter de vivre ensemble dans des récits imaginaires et on va essayer de voir ce qu'il en est vraiment et de l'expliquer. On va essayer de se retrouver ensemble, c'était ça le pacte des Lumières, on va essayer de se retrouver ensemble dans une façon de dire le monde, de le penser, de le comprendre, qui soit le plus près possible du monde. Donc, d'où d'ailleurs la grande lutte entre les story world scientifiques et les story world religieux. Et les story world religieux n'avaient pas envie de se laisser faire. Bien sûr. Et en ce moment, ils reviennent avec force eux aussi. Donc, vous les analysez comme les théories du complot, ce sont des sortes de story world religieux ? Rudi Reichstadt parlait de l'opium des imbéciles. Alors, il y a beaucoup de choses, l'opium des intellectuels aussi. Oui, je vais revenir sur les crises.
Non, c'est pas du religieux. Là, je serais pas d'accord avec Aron, par exemple, qui disait que la réflexion, dès lors qu'on se laissait emporter par ces opiums, on tombait dans des nouveaux religieux. Je pense pas que c'est des nouveaux religieux. Je pense vraiment que ce sont des story world fictifs. Alors, tout story world est fictionnel puisqu'il est narratif, mais ils ne sont pas tous fictifs, c'est-à-dire très éloignés du réel. Mais je vais revenir à mes deux crises qui, pour moi, facilitent. Mais non, c'est génial. On va revenir au grand story world avec un S majuscule, qui est cette matrice spectaculaire dans laquelle nous vivons désormais. Et j'insiste là-dessus, hein, c'est une notion qui pour moi est très importante, sur laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. J'ai d'abord commencé à le faire en tant qu'artiste. Qu'est-ce que c'est que le lieu de vie de l'humain ? Berck nommait ça l'écoumène. Il parlait de l'écoumène et disait l'écoumène va aussi loin que les objets techniques de l'homme vont. L'écoumène, c'est le lieu où ensemble on habite. Et qu'est-ce que c'est habiter ? C'est travailler, c'est se lier à l'autre, c'est acheter, c'est être citoyen, c'est aimer. Et tout ça aujourd'hui, on le fait dans cet environnement médiatique géré par le numérique. Donc ce story world, ce monde spectacle, cette matrice spectaculaire qui est en fait technique, Bachelard dirait phénoménotechnique, elle n'est pas faite de phénomènes naturels mais de phénomènes techniques, c'est un lieu de représentation permanente. Nous n'y sommes pas présents avec nos corps, nous n'y sommes pas présents comme je suis présente avec vous dans ce lieu réel, nous y sommes présents au travers d'une représentation de nous-mêmes qui est un personnage. Donc ça bouscule quelque chose de notre rapport au réel. Notre rapport au réel est toujours, en fait, une représentation dans cet espace-là. Et on y passe beaucoup de temps dans une journée. Parfois même, on va rencontrer les autres dedans. Il y a des gens qu'on ne connaîtra pas physiquement. Paul Virilio faisait la différence entre la présence, la représentation, la présentation, qui sont 3 états différents de l'être. Je suis présente avec vous. Je suis en représentation devant tous les gens qui me regardent. Et s'il y a une caméra cachée qui tournait avant que je vienne, elle me captait, j'étais en présentation sans même le savoir. Donc ça bouscule quelque chose au niveau cognitif. Dans mon rapport à ce que c'est être quelqu'un, ce que c'est être quelqu'un avec les autres et dans le monde, je suis toujours en représentation. Et c'est très compliqué quand on est toujours en représentation de faire la distinction entre le réel et le prétendu. Parce que quelque part, je prétends toujours être quelqu'un d'autre. Et je sais que l'autre prétend aussi quelque chose dans cet univers de représentation. Dernière chose, dans cette existence de cette matrice spectaculaire, le réel et le fictif, ils sont présents sur la même modalité. Et chaque jour davantage. Je ne sais plus, moi, quand je suis devant une image, je ne sais plus comment faire pour vérifier si elle a été fabriquée ou si elle est réelle. On ne sait plus. Donc ça bouscule tellement les choses que, quelque part, il y a de la paresse, quelque part, il y a de l'impuissance, quelque part, il y a de la facilité, quelque part, il y a une maladie cognitive qui nous empêche de distinguer les choses. Si on essaie de se pencher un peu sur l'actualité récente, avec finalement peut-être je sais pas si vous l'appelleriez le story world, mais en tout cas je vais essayer le story world du populisme numérique à la Elon Musk et à la Trump. Ils s'affrontent aujourd'hui avec un story world qui, j'ai l'impression, est complètement en train de tomber en désuétude, qui est le story world, on va dire, de la connaissance et de la démocratie à travers ce que représente l'Europe et ainsi de suite. Et à travers ça, il y a aussi un story world peut-être autoritaire, qui est celui on va dire de la Russie poutinienne et de tous ces États qui sont autoritaires. Est-ce que c'est ces affrontements-là qui ont lieu ? Est-ce que vous en voyez d'autres ? Ou comment vous les qualifieriez, vous, les affrontements auxquels on assiste tous et toutes aujourd'hui complètement médusés ? C'est intéressant. Vous avez utilisé des termes qui, pour moi, qualifient des types de story world. Ouais. Donc on va commencer par là, avant ensuite d'essayer de voir les univers narratifs qui s'affrontent. D'accord ? Vous avez utilisé le terme de populiste, le terme d'autoritaire, totalitaire et démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de redéfinir ces 3 termes démocratique, totalitaire, autoritaire et populiste à partir de la manière dont un story world cohabite avec les autres story worlds et cohabite avec le langage. Pourquoi ? Raymond Aron disait que la démocratie, c'était le fait de pouvoir organiser le pluralisme et l'affrontement
entre les idées. On pourrait dire entre les d'accord sur le désaccord quelque part. Ouais. Voilà. Ok. On va se laisser la place les uns les autres quand on gagne pas, et j'accepte qu'un autre story world que le mien existe. Donc quand on accepte que d'autres story worlds que les siens existent, qu'on leur laisse le champ de parole, à ce moment-là, on est peut-être démocratique. Quand on accepte de laisser un autre story world nous remplacer à la gouvernance du monde, on est démocratique. Et à ce sujet, je voudrais revenir sur 2 éléments de Trump. Le premier, évidemment, c'est qu'il a toujours refusé avoir perdu les élections précédentes. Donc il disait non. Il ne peut pas y avoir un autre story world que le mien. Et le deuxième, c'est une phrase dont je n'aurais plus les termes exacts en tête, vous m'excuserez, qu'il a prononcée, qui est passée inaperçue dans son discours devant le Congrès. Il dit « c'est une révolution qui est en marche contre les autres story worlds, en particulier le story world de woke, et nous ne reviendrons pas en arrière, nous ne le laisserons pas faire ». Je crois qu'il faut l'entendre et le prendre au sérieux. Ce qu'il est en train de dire, c'est « notre story world est là ». Il élimine les autres. Et d'ailleurs, ce décret extraordinaire, où il vient faire une chose qui, à ma connaissance, n'a jamais existé. Mais je me trompe peut-être. Il vient donner la définition des mots, celle qu'on a le droit d'utiliser. Homme, femme, enfant, garçon. Man, woman, boy, girl. On a déjà défini des termes, même dans des lois, mais ce n'était pas pour dire toute autre utilisation de ce terme ne sera pas admise. D'accord, c'est dire ça, c'est la définition officielle. On pourrait dire oui, mais tous les dictionnaires font ça. Ben non, tous les dictionnaires disent ben voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne vient pas dire cet autre mot est interdit. Donc ça, c'est clairement, et c'est là où vous parlez de Poutine, pour moi, ça c'est des déclarations de story world totalitaire, autoritaire. Ensuite, on choisit le mot qu'on veut. Je voudrais juste éviter le mot fasciste qui, pour moi, est contextualisé historiquement. Bien sûr. Populiste. Et là, on vient pour moi à la deuxième crise. La première que je vous ai racontée, c'est celle de la représentation. Deuxième crise, pour moi, c'est celle de la signifiance. Alors, justement, ouais, c'est quoi la crise de la signifiance ? C'est lorsque un mot n'est plus un mot, mais devient un signal. C'est quoi la différence ? Un mot, ça a une définition. Ça s'explique, on peut se mettre d'accord, ça vient traduire quelque chose de nos impressions, c'est dans un système linguistique qui cherche à parler. Le signal, il est dans un code, il donne un ordre, le signal. Le feu rouge, c'est un signal, il dit « arrêtez-vous ». Le feu vert, il dit « allez-y ». Quand les mots se dégradent en signaux, ils ne veulent plus rien dire. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est mettre en marche les affects, les pathos des foules. Ils viennent recueillir les émotions des foules pour pouvoir les actionner et les mettre au service d'un story world et de son meneur. Je pense en particulier, je relisais ce texte récemment de Menno ter Braak, qui est cet intellectuel néerlandais, qui a préféré se suicider plutôt que de vivre sous un régime nazi en Hollande, aux Pays-Bas. Et il a écrit ce petit texte sur le national-socialisme et l'utilisation de la rancune. Et en fait, il dit, il y a une rancune qui est là, un ressentiment qui est très fort, et il faut le recueillir. Il faut le recueillir pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est grâce à cette énergie qu'on peut arriver au pouvoir et maintenir le pouvoir. Donc la crise de la signifiance, c'est quand on vient chercher des énergies préexistantes, des énergies de foule, et on les utilise au travers de signaux qui ont l'air de ressembler à des mots, mais qui sont que des signaux. Et c'est ça le populisme. C'est quand on ne veut plus échanger, quand on ne veut plus parler, et quand au lieu d'avoir des concepts ou des idées, on n'a plus que des signaux, qui sont généralement dans des répertoires du bien et du mal, donc pour l'engouement ou pour le ressentiment, la haine, la désapprobation. Cette question des affects et de la fétichisation des signes, vous en parlez beaucoup dans le livre. Quels sont pour vous aujourd'hui les affects qui sont justement mobilisés en permanence par ces signaux ? Alors déjà, et on revient peut-être à la deuxième partie de votre question, quels sont les story worlds qui s'affrontent ? Parce que là, on a vu ce que c'est qu'être populiste, démocratique, autoritaire, et n'importe quel story world peut être l'un des trois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas un story world mauvais en soi. Enfin, oui, il y a des story worlds fictifs
qui peuvent avoir des conséquences. Je veux dire, un story world où on dit que les virus n'existent pas. Oui, ou que la Terre est plate. La Terre est plate, on va avoir des problèmes. Hein, on va avoir des problèmes. Et qu'est-ce qui sous-tend ce type de story world, justement, sur les story world fictifs comme cela, comme la Terre est plate, comme Brigitte Macron est un homme, comme les virus n'existent pas, comme on peut soigner un cancer en buvant du bouillon. Qu'est-ce qui sous-tend ces story world, et qu'est-ce qui sous-tend surtout la croyance que certains peuvent avoir dans ces story world? Alors moi, je pense vraiment qu'il y a des affinités oniriques. Il y a des affinités oniriques, il y a des choses qu'on a envie de croire, qui nous plaisent parce qu'elles correspondent à nos rêves. Il y a aussi des impuissances. Si je suis vraiment paniquée devant la réalité écologique, économique du monde, et que j'ai pas la force de m'affronter à cette complexité, à cette douleur, je vais peut-être avoir envie de croire en une très belle histoire. Et là, si on revient à Trump, moi je trouve qu'il y a une chose extraordinaire chez Trump. Je ne veux pas me mettre à faire du complot, je ne sais pas à quel point c'est sa façon naturelle d'être, ou c'est une chose qu'il a travaillée, mais quand on l'écoute, si vous écoutez sa prosodie, elle est très très proche de la prosodie de tous ces gens qui font de l'hypnose sur Internet. Quelque chose dans sa phraséologie, sa façon de parler, qui est très très proche, mais aussi dans ce qu'il dit. Quand on fait de l'affirmation positive en disant « mais je vais y arriver, le monde a des choses exceptionnelles qui m'attendent, je suis quelqu'un de fantastique, j'ai des ressources merveilleuses, il y a là une solution pour moi », c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc on a envie de ça. On a envie d'entendre des choses où on nous dit « mais tu vas guérir » et c'est pas hors portée. Ouais. Il y a quand même une différence entre adhérer au discours de Trump avec toutes les outrances qu'il a et le fait de penser que la Terre est plate et que Brigitte Macron est un homme. Qu'est-ce qui sous-tend finalement à la fois le story world autour de Brigitte Macron est un homme ou de la Terre est plate, et surtout qu'est-ce qui sous-tend la croyance? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse arriver à croire à ça? Alors, déjà, qu'est-ce qui fait que moi j'aime Star Trek et pas Star Wars ? Alors que le monde entier d'ailleurs aime Star Wars, d'accord ? Il y a des affinités. Il y a des affinités fictionnelles. Donc, quand on est prêt à ne plus confronter son univers mental, son univers intermédiaire avec la réalité, on va choisir ce qui nous plaît le plus. Il y a des gens qui aiment le piment, il y en a qui aiment le sucré. Donc déjà là, il y a une chose, qu'est-ce qui fait que, il y a déjà j'ai pas envie de confronter mon univers mental au réel. C'est une chose qui me dérange profondément. Je préfère être dans l'illusion. Clément Rosset parlait de l'illusion, il disait, des fois, non, on a vraiment envie d'être dans l'illusion, on n'a pas envie de se confronter au réel. C'est comme ça. À partir de là, on choisira ce qui correspond le mieux à ses envies. Il y a aussi une autre possibilité, c'est la proximité sociologique. En fonction, il ne faut pas oublier qu'on attrape les story world, ça s'attrape aussi, ça s'attrape par proximité, les story world dans lesquels on grandit, et c'est très difficile d'ailleurs de faire sécession, de s'émanciper d'un story world dans lequel on a grandi. Moi, ça m'est arrivé, je peux vous assurer que c'est difficile, ça vous est sans doute arrivé, c'est ça l'émancipation, c'est dire, ok, on m'a transmis un sens commun, donc, là déjà, il y a aussi la proximité des gens qui nous entourent ou des gens de la communauté à laquelle on a envie d'appartenir. Et puis, dans un univers spectacle où le grotesque, l'excessif, le drôle et ce qui est promu, peut-être que c'est super drôle de se dire que Brigitte Macron, c'est un homme. C'est quand même vachement marrant, quoi. Je sais pas. Ouais. J'en sais rien, je le crois pas. Moi, je crois pas que ça soit très drôle, mais après, j'entends ce que vous dites par rapport à ça, mais j'ai du mal à voir comment, finalement, quels sont les affects qui sont mobilisés à travers ça, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les signaux qui, finalement, mobilisent les affects, et ainsi de suite. Quels sont les affects qui sont mobilisés à travers la Terre est plate, qui est quand même finalement une affirmation fausse, qui a toujours été fausse et qui est encore plus fausse aujourd'hui qu'auparavant, puisque ce qu'elle n'a été au départ, et cet affect qui est mobilisé à travers Brigitte Macron. Parce qu'en fait, il n'existe pas seul.
C'est-à-dire que quelqu'un qui pense que la Terre est plate, ça vient s'intégrer dans un narratif beaucoup plus vaste. C'est juste un des principes d'un narratif beaucoup plus vaste. Donc je ne le connais pas, je ne suis pas allée explorer dans quel narratif ça vient s'intégrer, ni celui de Brigitte Macron, donc je pourrais pas dire, voilà, on va retracer quelle est la cosmogonie dans laquelle ça s'inscrit. Mais ça ne vient pas tout seul. Ça vient jamais tout seul. Ce qui m'amène d'ailleurs à autre chose. Je crois que plus on croit déjà au départ, où on a grandi dans des story worlds qui acceptent une réalité prétendue ou assez éloignée du réel, plus il sera facile de croire à d'autres. C'est-à-dire que si on n'est pas en permanence ramené, c'est ça le rôle de l'école normalement. C'est pour ça que je pense que c'est très important qu'une école soit laïque d'ailleurs. Parce que l'école laïque, elle est là pour permettre aux esprits qui se forment de venir apprendre à confronter leurs imaginaires, leurs espaces intermédiaires à la réalité des faits le plus possible. Et est-ce que ça serait possible de faire l'hypothèse suivante, qui est de dire finalement, nous c'est ce que Tristan, moi ou Rudy, on appelle parfois le complotisme d'atmosphère, c'est-à-dire cette idée que finalement tout est potentiellement complotiste, c'est-à-dire qu'on peut sur chaque sujet y plaquer une lecture du monde complotiste, c'est-à-dire en gros on nous manipule, il y a quelqu'un qui veut notre mal et donc des élites corrompues qui veulent notre mal et ainsi de suite. Est-ce que vous diriez que ce complotisme d'atmosphère pourrait être qualifié de story world en lui-même? Alors oui, on pourrait le voir, en tout cas c'est un principe. Un story world, c'est ça qui m'a intéressée. Un story world, c'est vraiment un espace narratif et programmatique. Et il a une structuration type qu'on peut lui appliquer. Donc moi, les quelques données les plus accessibles sur lesquelles j'ai travaillé, c'est celle de logique conceptuelle. C'est-à-dire que la logique conceptuelle d'un story world, c'est une logique fondamentale qu'on va appliquer à tout systématiquement. Et donc, on pourrait voir ce principe-là. Il y a des manipulations et des gens qui nous contrôlent pour leurs propres bénéfices, comme une logique conceptuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis confrontée à l'analyse du monde ou à une prise de décision, c'est cette logique que je dois poser d'abord. Ça veut dire que devant le réel, la première question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que c'est le complot caché? Ça, c'est une des données structurantes du story world. Et une logique conceptuelle, quand on l'applique tout le temps, on tombe dans ce que Hannah Arendt appelait la logique d'une idée appliquée à tout, c'est ce qu'elle appelle l'idéologie. Et quand l'idéologie, on continue de l'appliquer tout le temps, et qu'on l'a déjà beaucoup appliquée, et que d'autres l'ont appliquée avant nous, on ne se fatigue plus. On a fait une logique conflictuelle. Il y a le bon et il y a le mal. Et puis, si c'est déjà utilisé très longtemps, on va encore figer davantage et réduire davantage. On va avoir deux catalogues, un catalogue du bien et un catalogue du mal. Et c'est encore un stade de concrétisation ou de fétichisation supplémentaire. Et puis on peut aller encore plus loin, c'était ce dont on a parlé tout à l'heure. On prendra n'importe quel item de chacun de ces deux répertoires, et l'un impliquera tous les autres. Et par exemple, il y a un complot caché, ok, complot, mal. Le complot caché, sioniste, juif, puisque c'est un très très vieux motif. Donc il y a forcément des juifs quelque part qui se... Et puis on dira complot, ou on dira sioniste, et pouf, tout le monde va courir et on va recueillir cette rancune préexistante, cette frustration préexistante, ça mettra les foules en marche. Vous parlez de foule en marche et de la façon dont finalement la propagation de tous ces story worlds et de ces idées peuvent aller vite. On a l'impression que c'est une forme de mème aussi, un petit peu, quelque part. Ça se reproduit comme des mèmes, quoi, quelque part. Absolument, c'est une propagation mémétique. Si on a envie de reprendre, c'est contagieux. Ouais. Mais la contagion des affects dans les foules, au moins depuis la fin du 19e siècle, la psychologie des foules, c'est une chose qui est connue, qui est travaillée. Ouais, qu'on connaît, tout à fait. Et qui
qui est véritablement utilisé, et pour le coup, c'est pas être complotiste que de dire qu'il y a des professionnels de ça, que ce soit en politique ou en marketing. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est ça le storytelling, d'où le sous-titre de mon livre sur le storytelling, du storytelling au story world, la mécanique implacable. On peut pas passer 100 ans à dire on va tout vendre avec des jolis storytelling, avoir des départements entiers dans des entreprises et dans des partis politiques qui ne font que ça, et s'étonner après que les gens doutent de tout. Ou que les gens se mettent... on me posait la question des faux profils professionnels et du désagrément que ça pouvait créer dans le monde professionnel et pour les entreprises. Mais je répondais, mais c'est quand même extraordinaire. Ils payent des gens et des services entiers à créer des fausses histoires sur leurs produits et sur leurs marques, et ils s'étonnent qu'après, pour être employés, les gens fassent des faux profils. Ouais. Oui, pour vous, il y a c'est ce que vous racontez dans le livre, il y a une responsabilité importante de cette mécanique du storytelling dans finalement aujourd'hui notre capacité à croire à tout et à n'importe quoi. Oui, on le sait. Mais tout commençait, et ça aussi c'est une question qu'on peut se poser, mais autant que la Terre est plate, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate? On sait que le mensonge fait partie de l'outillage politique. On le sait tous, on nous a fait possible. Donc on le sait, le mensonge existe en politique. Et pourtant, on continue de faire comme si il n'existait pas, de croire en ce que les promesses politiques disent. Enfin, c'est aussi intéressant. On a effectivement toute une histoire qui nous précède et qui pourrait nous rendre précautionneux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence d'outillage numérique et d'outillage de propagation de ces idées? C'est-à-dire que vous parlez à un moment je crois dans le livre de cyberguerre narrative. Finalement, ces différents récits s'affrontent aussi et sont aussi propagés avec une puissance telle, notamment au numérique et grâce aux outils technologiques, grâce aux algorithmes, et ainsi de suite, qu'on n'a jamais connu auparavant. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a amplifié finalement notre capacité à ne plus finalement partager un récit commun? Ça a amplifié la propagation, les mécanismes de propagation. Ça a amplifié les mécanismes de conversion. On pourrait parler de conversion à des story world. Évidemment, maintenant, moi, je reviens à ça. Je crois vraiment que tant qu'on réfléchit à ça en termes d'outillage, on passe à côté de la problématique principale qui est qu'on vit dedans. Et on attrape les choses encore. Enfin, on va prendre une métaphore de la maladie et de l'espace. Enfin, si on est dans un espace et qu'il y a un virus qui se promène, on le chope facilement. Il y a comme ça des choses. Parler de virus aujourd'hui, vu ce que Trump et Musk en ont fait avec le virus woke, j'ai pas envie de parler comme ça, j'ai pas envie de parler comme eux. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on est dans un espace, on attrape les choses. Bien sûr, on les attrape. Il y a une spontanéité de l'environnement, parce qu'un story world, et Gramsci, il n'utilisait pas le mot story world évidemment, il parlait de philosophie spontanée. Ouais, philosophe italien, notamment grand théoricien de l'hégémonie culturelle. Oui, et de la guerre de position. Et de la guerre de position, exactement. Alors lui disait, on a une philosophie spontanée. Hein, et pour lui, c'était le langage, le sens commun et le folklore. Voilà. Et c'est très très proche de la notion de story world en fait, parce que pour moi, un story world, il a une langue. En fait, il n'a plus vraiment une langue. Enfin, ça dépend à quel stade il en est. Est-ce qu'il est démocratique, totalitaire ou populiste? Mais quand il est populiste, il n'a plus de langue. Hein. Il a juste des répertoires qu'il actionne. Et la langue d'un story world, c'est ce que j'appelle l'allo. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. La langue d'un groupe, ça s'appelle l'allosyntaxe. Il y a deux mots, il y a sociolecte et allosyntaxe. Mais le mot allosyntaxe met vraiment l'accent sur l'utilisation au quotidien d'une langue dans la relation. Donc c'est quelque chose qui vient soutenir le pacte de vraisemblance, l'allosyntaxe. Donc oui, il y a une langue, comme le dit Gramsci avec langage. Il y a un folklore, parce qu'on a tout un tas de récits qui viennent. Et puis il y a un sens commun, qui est une façon commune de voir le monde. Par rapport à ce qu'on disait sur l'univers dans lequel on est, effectivement, vous disiez... On fait partie de ce récit, mais malgré tout, je crois dans le livre, vous faites une distinction entre médias prosélytes et médias ouverts. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la différence entre ces deux
types de médias et finalement ça peut aussi nous donner peut-être des pistes de résistance, on y viendra peut-être après. Oui. Alors, un média ouvert, hein, c'est un média qui essaye de donner la parole à différents story worlds et qui peut-être, on peut oser aller jusque-là, va essayer, avec beaucoup d'empathie et de sympathie et de bienveillance, d'évaluer la différence, la distance entre le réel et le story world, qui va faire venir des gens qui vont réfléchir à ça. Donc ça, c'est un média ouvert. Ce qui n'empêche pas les gens d'être des gens, donc d'avoir des biais. C'est normal, c'est très humain. Un média prosélyte, lui, est au service d'un story world, trop social. Mais aussi... X, c'est un média prosélyte ou pas, aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, je crois qu'il y a quand même une réflexion sur ce que font les algorithmes. Qu'est-ce qu'ils diffusent, qu'est-ce qu'ils diffusent pas, qu'est-ce qu'ils mettent en avant. On sait qu'il y a vraiment eu la mise au service de l'algorithme pour Musk et pour ses idées. Donc à ce moment-là, on perd la possibilité d'être complètement ouvert. Je dirais, à partir du moment où ce qui est structurant de ce média et de la visibilité dans ce média est manipulable et manipulé, on ne peut plus dire que c'est un média ouvert. Mais il y a des nuances à apporter, si je peux continuer. Continuez, ouais. Bien sûr. Il y a deux notions que je voudrais d'abord poser. La première, c'est la notion de machine de vision. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, c'est Virilio encore. Et Baltz, c'est Claude Baltz. Là, on est ensemble, ici, dans cet espace physique, je vous vois avec mes yeux. Ma machine de vision, c'est mes yeux, ou j'aurais mes oreilles si je ne vous voyais pas. Mais dans l'information, dans le monde spectaculaire et dans le monde informationnel, je ne vois rien. Il y a de l'information partout, c'est un magma. Ouais. Mais je ne vois rien parce que tout est là. Donc, qu'est-ce qui me donne à voir l'information ? C'est des outils entre moi et l'information. C'est des machines de vision. Google est une machine de vision. Les journalistes sont des machines de vision, quelque part. Les journalistes sont des machines de vision. L'algorithme d'X est une machine de vision. Okay. Mais aussi les petites notices qu'on a qui nous sont données par notre système d'exploitation. Les notices de la communauté, c'est ça, non ? Les notices de la communauté quand je me branche sur WhatsApp, mais quand je vais sur mon ordinateur et que je vais sur Word, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il m'ouvre sa fenêtre avec toutes les nouvelles de Microsoft que je n'ai pas demandé, j'arrive pas à l'éteindre, mais là aussi, on m'affiche des choses qui sont une machine de vision. Donc, je reviens à X, sa machine de vision, c'est-à-dire l'algorithme qui pousse des choses. On sait maintenant qu'il peut être manipulé, qu'il l'a été, donc c'est prosélyte. En revanche, comme j'ai quand même la possibilité de suivre des comptes qui vont m'afficher tout un suivi, je peux dans une certaine mesure, si je suis, même pas si je suis avertie, enfin, je peux dans une certaine mesure rester dans le choix des story worlds que je regarde. Donc dans une certaine mesure, je peux détourner l'outil prosélyte pour essayer d'en faire mon média à moi. Vous parlez des médias et du fait que ce sont des machines de vision. Dans le livre, vous réfléchissez beaucoup au rôle des médias dans la construction et la diffusion des story worlds. Vous parlez de la redondance médiatique qui contribue à la formation de notre réalité. Et aussi, finalement, est-ce qu'elle ne peut pas, paradoxalement, augmenter notre capacité de suspicion ? Absolument. Qu'est-ce que c'est que la redondance médiatique ? C'est que tout le monde parle de la même chose en même temps. Et qu'en fait, les médias, ils vont tous chercher les mêmes sources pour dire quel est le contenu chaud d'aujourd'hui. Ils vont s'intéresser au contenu chaud. Ils vont regarder les dépêches des agences de presse. Ils vont regarder justement Twitter ou aujourd'hui peut-être Blue Sky pour voir qu'est-ce qui traîne, de quoi on parle. Et ils vont en parler à leur façon. Donc, c'est une chose dont on a besoin quelque part, parce que je reprends, quand on est quelque part, on voit ce qui se passe, je vois ce qui se passe dans mon quartier, mais dans l'information, pour créer une espèce de... On n'a pas de vécu commun, si ce n'est ce qu'on nous dit, et l'ici et maintenant, c'est créé par cette redondance médiatique, donc on en a besoin pour avoir un monde commun. Mais en même temps, ça nous éveille la suspicion, mais pourquoi est-ce que tout le monde parle de ça aujourd'hui ? Mais surtout aussi, de quoi est-ce qu'on ne nous parle pas ? Et d'ailleurs, on a raison, de quoi est-ce qu'on ne nous parle pas ? Pas parce qu'il y a un complot, parce que c'est pas une chose, on revient au même, c'est pas une chose qui est concertée. D'abord, c'est une chose de très humaine, on se dit tiens, mais qu'est-ce que tu penses d'eux ? Quelqu'un d'autre vient d'en parler. L'actualité, le fait de choisir, c'est de faire un choix dans l'actualité, de hiérarchiser. Donc après, effectivement, il y a peut-être des mauvais choix ou des bons choix, mais c'est pas un complot ourdi que de mettre un sujet finalement en dernier ou en premier, c'est un choix.
C'est un choix qui est mimétique, les deux. C'est-à-dire que je fais un peu comme les autres. Il y a aussi des billets, il ne faut pas oublier que les médias ont besoin de vivre. Donc ils se demandent qu'est-ce qui fait que j'aurai suffisamment d'audience pour pouvoir continuer à exister. Donc ils vont comme ça projeter sur leur fantasme de ce qui va attirer l'audience. Et ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus riche pour notre vivre ensemble, le fantasme de ce qui va... Et puis on va reprendre les mêmes expressions que les autres. Par exemple, moi j'ai été très choquée récemment, excuse-moi de revenir là-dessus, mais qui n'est pas obsédé par Trump aujourd'hui? Je ne sais pas. J'espère que ça va nous passer. Mais bon, vous vous souvenez donc l'altercation entre Trump... c'est pas une altercation, c'était une attaque... Une humiliation de Zelensky par Trump dans le bureau ovale. Voilà, vous l'avez dit le mot. Moi je suis pas d'accord, il n'y a pas eu humiliation. Enfin, il a voulu l'humilier. Mais c'est déjà accepter son story world que d'utiliser le mot humiliation. Quand on a 3 bullies qui se mettent sur quelqu'un pour essayer de leur imposer leur force. Ça, vous le dites. Moi, je le regarde dans mon story world à moi. La personne qui est humiliée et qui s'est dégradée, c'est le bully. C'est pas la personne qui a été... Et quand on dit « mais il l'a humilié », on se pose dans un story world où humilier l'autre, c'est exercer sa présence, sa force d'oppression. Pour moi, ce qui a été insulté ce jour-là, c'est certainement pas Zelensky, c'est la Maison-Blanche, c'est la présidence, c'est la démocratie, c'est la relation humaine digne, mais c'est pas Zelensky. Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui m'a intéressé, c'est comment, de bouche en bouche dans les médias, les journalistes les plus extraordinaires, et vous venez de le faire, ont utilisé le mot humiliation. J'irai même plus loin, il y a quelque chose de très viriliste dans cette vision de l'humiliation, parce que quelqu'un m'a mis le pied sur le dos. Moi, je ne suis pas humiliée si on me met le pied sur le dos. Je regarderai l'autre et je me dirai, mais qu'est-ce qu'il est petit, ce type. Oui, pourquoi pas. C'est une vision des choses intéressantes à discuter, en tout cas. Par rapport à la fin du livre, vous parlez des scénarios d'évolution de la dérive du réel et vous explorez quelques pistes de résistance. D'abord, quels sont les scénarios que vous voyez émerger par rapport à cette dérive du réel? Et puis, peut-être quelques pistes de résistance à la fois pour l'individu et puis aussi peut-être pour la société de manière, on va dire, politique publique ou autre chose. Alors j'essaye de voir ce qu'on entend aussi par rapport à cette guerre narrative qui est menée. La cyberguerre, ça a plusieurs aspects. On peut s'attaquer aux infrastructures, aux data, ou on peut s'attaquer aux récits. Et donc, moi, la cyberguerre qui m'a intéressée, c'était la cyberguerre narrative, parce qu'elle est menée volontairement, avec beaucoup de moyens, comme vous l'avez décrit. Bon, alors... on peut se dire, ça va suivre son cours, et puis après, il y aura une post-vérité, les choses vont se rétablir à un moment donné. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, parce qu'en fait, on voit que quand on vit dans un monde falsifié, et un monde falsifié, c'est un monde où, si on reprend l'exemple de la Terre est ronde, avant... La Terre est plate. La Terre est plate. Avant l'Antiquité, parce qu'on le sait quand même depuis l'Antiquité, quand on ne savait pas qu'elle était ronde, c'était erroné, on faisait une erreur, on n'avait pas les données qui permettaient de le savoir. Quand tout le monde sait, et c'est le cas, que la Terre est ronde, et on continue de penser et de croire que la Terre est plate, on est dans un délire. Mais si on sait que la Terre est ronde, et on dit volontairement que la Terre est plate, on est dans un story world mensonger. Et si on a réussi à imposer ce nouveau story world mensonger, et qu'au bout de 3 générations, les gens croient sincèrement que la Terre est plate, c'est un story world falsifié. D'accord ? Donc je pense que si on laisse faire la dérive du réel, qui veut remplacer des story worlds fictifs aux story worlds réalistes avec lesquels on a essayé de vivre depuis la révolution des Lumières, tout ce qu'on aura, c'est des story worlds falsifiés. C'est un réel falsifié. Et on a des antécédents qui sont, par exemple, la Chine, où les gens ont déjà accepté des story worlds falsifiés.
Et la Chine essaye d'ailleurs de propager ces story worlds falsifiés comme autour du Tibet, dans le reste du monde. Hein. Donc je n'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on a pris les histoires. Ensuite, on peut se dire, on va faire la même chose. On va y aller avec les mêmes outils, on va faire de la cyberguerre active, on va diffuser les nouvelles, alors avec le risque de devenir les manipulateurs que l'on dénonce, de faire du profilage psychologique, etc. Mais je pense qu'il est possible et qu'il faut le faire. Je pense qu'il est possible de construire des outils qui permettent de vérifier, qui permettent vous savez, comme lorsqu'on reçoit de la part de notre banque, attention, il y a en ce moment une campagne de phishing où on veut se faire passer pour nous. Je pense qu'on pourrait très bien faire des campagnes qui viennent dire attention, voilà, on est en train d'essayer de propager. Mais bon, alors évidemment, tout ça... je crois qu'il faut être clair, le fact-checking, moi je crois que quand on est dans un story world, le fact-checking, on n'y croit pas. On ne croira que... Oui, mais c'est pas une raison pour pas le faire. C'est pas une raison pour pas le faire. Et puis parce que tout le monde n'a pas encore été contaminé, je dirais. Donc ça sert là, et puis ça nous sert à nous aussi. Donc il faut qu'on commence à inventer des outils pour pouvoir évaluer le réel, et on peut même créer des outils qui soient partagés en disant, tiens, ok, on n'a pas du tout les mêmes idées sur le monde. Toi, tu es illibéral, toi, tu es intersectionnel, toi, tu es néolibéral, mais ensemble, on pourrait regarder des choses et dire où est-ce que nous, on l'évalue dans sa distance au réel. C'est ce que vous appelez des espaces de dialogue de basse intensité, c'est ça ? Ah, oui, alors ça pourrait en être un virtuel. Là, c'est les lieux. En fait, c'est les lieux, d'accord. Okay. Un story world, il vient avec sa mode, il vient avec les lieux qu'on fréquente, qu'on habite, et on se rend compte que c'est un chercheur norvégien qui s'appelle Ragnar Audunson, qui définit les lieux de haute et de faible intensité. Il dit dans des lieux de haute intensité, c'est les gens qui ont les mêmes story world, enfin il dit le mot story world, qui ont les mêmes milieux sociaux, la même vision du monde qui se rencontrent. Et dans un lieu de basse intensité, c'est des gens différents qui se rendent compte. Et effectivement, on a besoin de se retrouver dans des lieux de basse intensité pour pouvoir réapprendre à converser avec les autres. Pour moi, c'est la seule chose qui est possible. Tout ce que je peux faire, déjà, c'est éviter d'être moi-même dans ces affects de mépris ou de rancune. Et donc, essayer juste devant l'autre, d'être dans la curiosité. Il y a quelque chose que je trouve très beau, qui se fait aux États-Unis, qui s'appelle la street epistemology, l'épistémologie de rue, où des gens s'adressent aux autres en disant « Ok, dis-moi une chose à laquelle tu crois vraiment très dure, et ensemble, on va regarder comment tu as construit ta croyance. » Et ils le font avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, et ça permet de démonter beaucoup de choses. Mais je crois que c'est cette attitude qu'on devrait tous avoir aujourd'hui, au lieu de juger l'autre et de dire « T'es fou, t'es dégueulasse ». Et bien voilà, la curiosité de l'autre, c'est un beau message de conclusion de notre discussion. Merci Carole Lipschitz d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce livre La dérive du réel, du storytelling au story world, la mécanique implacable, qui est paru aux éditions de l'Aube. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup de votre visite. Et puis moi, cette émission, comme d'habitude, a été réalisée par l'excellent Martin Béraud. Et moi, je vous dis à une prochaine très vite. Salut. Salut.